Pourquoi est-ce que les femmes les plus intelligentes restent avec les hommes qui les traitent le moins bien? J'ai la réponse. Et elle va te déranger. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle te blâme, mais parce qu'elle pointe vers quelque chose que la majorité refuse de regarder en face, quelque chose qui se passe non pas dans ta relation, mais dans ton inconscient. Tu connais cet homme, celui qui répond quand ça lui convient, qui disparaît sans explication, qui te donne juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois vraiment heureuse. Celui dont tu analyses chaque message, dont tu interprètes chaque silence, dont tu excuses chaque absence avec une histoire que tu te racontes pour ne pas avoir à voir ce qui est évident. Et pourtant tu restes. Tu attends. Tu espères. Tu te dis que ça va changer. Que tu as vu quelque chose en lui que les autres ne voient pas. Que si tu es assez patiente, assez aimante, assez présente, il finira par te donner ce que tu mérites. Mais voici ce que personne ne t'a dit franchement. Ce n'est pas lui le problème. Enfin, pas seulement lui. Il y a quelque chose dans ton inconscient, quelque chose de profond, d'ancien, de très personnel, qui choisit précisément cet homme, qui trouve une sécurité étrange dans cette douleur familière, qui reconnaît quelque chose dans cette dynamique, même si ce quelque chose fait mal. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Pas pour excuser son comportement, pas pour te blâmer, mais pour te donner quelque chose de beaucoup plus précieux que n'importe quel conseil de séduction, la clarté sur toi-même. Avant de commencer, je veux être honnête avec toi. Ce que tu vas entendre s'appuie sur la psychologie analytique, la psychologie de l'attachement et les travaux de chercheurs comme Carl Jung et John Bowlby. Ce n'est pas un jugement sur tes choix. Ce n'est pas une vérité universelle. C'est une invitation à regarder en toi, à observer ce qui résonne et à laisser de côté ce qui ne t'appartient pas. Prends ce qui t'aide. Laisse le reste. Dans cette vidéo, on va aller très loin. On va comprendre pourquoi certaines femmes restent avec des hommes qui leur donnent peu pas par manque d'intelligence, pas par faiblesse, mais à cause de quelque chose d'infiniment plus complexe et d'infiniment plus humain que ça. On va parler de la biologie de l'attachement, de ce que Jung appelait les blessures d'ombre, du mécanisme neurologique qui crée une dépendance plus forte que n'importe quelle drogue, des schémas inconscients qui se répètent de relation en relation sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et surtout, on va parler de ce qu'on peut faire. Concrètement, pas des conseils vides du type « quitte-le et aime-toi », des vraies étapes, des choses que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas repartir avec quelque chose de précieux, la capacité de te voir, toi, avec plus de clarté et de compassion. Commençons par une question inconfortable. Pourquoi est-ce qu'on reste avec quelqu'un qui nous donne peu? La réponse évidente, celle qu'on donne toujours, celle que nos amis répètent, c'est « parce que je l'aime ». Mais je veux qu'on aille plus loin que ça. Parce que l'amour seul n'explique pas tout. On peut aimer quelqu'un profondément et quitter une relation. On peut ne pas vraiment aimer quelqu'un et rester des années à ses côtés, confortablement installé dans une douleur devenue familière. Il y a autre chose, quelque chose que la psychologie a commencé à cartographier dans les années 1960, quelque chose que la plupart des gens traversent sans jamais comprendre. Et voici quelque chose de troublant que la majorité ne réalise jamais. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est la familiarité. Et la familiarité et l'amour dans l'inconscient ne font souvent qu'un. John Bowlby, le psychiatre britannique qui a développé la théorie de l'attachement, a découvert quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les êtres humains ne cherchent pas le bonheur dans leurs relations amoureuses. Pas en premier lieu. Ils cherchent la familiarité. Ils cherchent à recréer inconsciemment, automatiquement, sans même s'en rendre compte, la dynamique émotionnelle qu'ils ont connue dans leur toute première relation d'attachement, avec leurs parents primaires, avec la figure qui les a élevés, avec celui ou celle qui leur a appris très tôt ce que l'amour ressent. Et là, tu vas comprendre quelque chose de troublant. Si cette première relation était stable, sécurisante, prévisible, tu chercheras inconsciemment des partenaires stables et sécurisants. Des personnes avec qui tu te sens en sécurité. Parfois même des personnes que tu trouves un peu ennuyeuses.
Parce que la stabilité ne ressemble pas à ce qu'on croit être de l'amour. Mais si cette première relation était imprévisible, intermittente, parfois présente et parfois absente, tu chercheras exactement ça. L'imprévisibilité, l'intermittence, la présence partielle, pas parce que tu es masochiste, pas parce que tu ne mérites pas mieux, pas parce que tu es brisé, mais parce que ton système nerveux a appris, très tôt, que c'est ça, l'amour. Que l'amour, ça fait un peu mal. Que l'amour, ça se mérite. Que l'amour, c'est quelque chose qu'on conquiert, pas quelque chose qu'on reçoit simplement. C'est là que tout change. Maintenant, je veux te parler d'un mécanisme psychologique que tu n'as probablement jamais entendu expliquer clairement. Mais une fois que tu vas comprendre ça, tu ne verras plus jamais certaines de tes relations de la même façon. On l'appelle le renforcement intermittent. Et c'est probablement le mécanisme psychologique le plus puissant qui existe pour créer de la dépendance. Plus puissant que les drogues, plus difficile à briser que n'importe quelle habitude. Le renforcement intermittent, c'est ce qui se passe quand les récompenses, l'attention, l'affection, la validation, la chaleur arrivent de façon imprévisible. Pas jamais. Pas toujours. Parfois, les chercheurs en comportement humain ont découvert quelque chose de fascinant dans les années 1950 grâce aux travaux de B.F. Skinner. Les comportements renforcés de façon intermittente sont les plus difficiles à éteindre. Plus difficiles que les comportements toujours récompensés. Plus difficiles que les comportements jamais récompensés. L'imprévisibilité elle-même crée de l'addiction. Pense à une machine à sous. Tu n'es pas accro parce qu'elle te donne toujours de l'argent. Tu serais juste contente. Tu n'es pas accro parce qu'elle ne t'en donne jamais. Tu arrêterais rapidement. Tu es accro parce qu'elle t'en donne parfois, de façon imprévisible. Et cette imprévisibilité active dans ton cerveau quelque chose de très primitif. Et voici quelque chose que la plupart des femmes ne réalisent jamais. L'homme qui te donne peu mais parfois te donne tout, l'homme qui disparaît et revient, qui est froid, puis chaleureux, qui t'ignore pendant 3 jours, puis t'envoie un message qui te fait fondre. Cet homme active dans ton cerveau exactement le même mécanisme neurologique qu'une machine à sous. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurologie pure. Ton cerveau libère de la dopamine, la molécule du désir, de l'anticipation, non pas quand il te donne de l'attention, mais dans l'anticipation de cette attention, dans l'attente, dans l'espoir, dans le peu, être cette fois, et cette dopamine est puissante. Addictive. Elle crée un état d'activation que ton cerveau confond avec de l'amour intense, avec de la passion, avec une connexion profonde. Alors qu'en réalité, c'est ton cerveau en état de manque. Pas parce que tu es faible, parce que tu es humaine. Parce que cette neurologie ne fait pas de discrimination entre les personnes intelligentes et les autres. Mais il y a une 3e couche, plus profonde encore. Et c'est là que Jung entre en scène. Jung avait une réponse à cette question. Pourquoi choisit-on cet homme-là en particulier? Pourquoi, parmi tous les hommes disponibles, certains stables, certains attentionnés, certains vraiment capables d'amour? Pourquoi c'est lui qu'on choisit? Lui, précisément. Avec ses absences, ses incohérences, son incapacité à donner vraiment, Jung appelait ça la blessure d'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est la partie de nous-mêmes que nous n'acceptons pas, que nous n'avons pas intégrée, que nous portons dans l'inconscient parce qu'elle nous fait trop peur, trop mal, trop honte. Pour beaucoup de femmes, cette ombre contient une croyance très ancienne. La croyance qu'elles ne méritent pas d'être pleinement aimées. Pas parce qu'elles le pensent consciemment. En surface, elles savent qu'elles méritent de l'amour. Elles le disent. Elles le croient intellectuellement. Mais quelque chose, plus profond, dit autre chose. Et voici le paradoxe fascinant que Jung a décrit. Nous sommes attirés puissamment, inexplicablement, par les personnes qui activent notre ombre, par les personnes qui font résonner nos blessures non guéries, par les personnes qui nous donnent l'occasion de rejouer, encore une fois, le scénario que nous connaissons depuis l'enfance, pas parce que nous voulons souffrir, mais parce que l'inconscient cherche constamment à guérir, à compléter, à terminer ce qui est resté inachevé.
L'homme qui te donne peu ressemble probablement à quelqu'un que tu as déjà connu. Pas physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Il ressemble à une figure d'attachement de ton passé qui t'a appris que l'amour, c'est se battre pour être vu, se battre pour être choisi, se battre pour mériter de la présence. Et ton inconscient, quand il rencontre cet homme, reconnaît quelque chose de familier, quelque chose qui dit « Ici, je sais comment naviguer. Ici, je connais les règles. » Même si les règles sont douloureuses. Je veux te donner un exemple concret, parce que tout ça peut sembler abstrait. Et je veux que tu te reconnaisses ou que tu reconnaisses quelqu'un que tu connais. Imagine une femme. Appelons-la Marie. Marie a grandi avec un père présent physiquement, mais émotionnellement distant. Toujours au travail dans la tête, même quand il était là. Qui rentrait parfois le soir, avec de la joie, de l'attention, des blagues, et d'autres soirs, absent même quand il était assis à table. Marie ne pouvait jamais prévoir quel père elle allait trouver. Le père joyeux et présent, ou le père absent et préoccupé. Alors elle a fait ce que tous les enfants font dans cette situation. Elle a cherché à contrôler l'imprévisible. Elle est devenue très attentive aux humeurs de son père. Elle a appris à se faire petite pour ne pas déranger. Elle a appris que quand elle était parfaite bonne à l'école, souriante, pas de problème, elle avait plus de chances d'avoir accès au père joyeux et présent. Elle a appris que l'amour, ça se mérite. Que la présence de l'autre est quelque chose qu'on conquiert. Que quand quelqu'un te donne de l'attention, c'est précieux, précisément parce que c'est rare. Aujourd'hui, Marie a 32 ans. Elle est dans une relation avec un homme qui lui répond parfois, qui est présent certains soirs et distant d'autres. Qui lui dit qu'il l'aime, mais ne le prouve pas vraiment. Qui lui donne des miettes d'attention, dont elle se nourrit comme si c'était un festin. Et Marie reste. Pas parce qu'elle est stupide. Elle est brillante, Marie. Pas parce qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Elle en parle à ses amis. Elle lit des livres de développement personnel. Elle sait les mots. Mais quelque chose en elle, quelque chose de plus ancien que les mots, quelque chose de neurologique, quelque chose de viscéral, reconnaît cette dynamique. Quelque chose dit, c'est ici que je suis chez moi, même si chez moi me fait mal. Et le piège, c'est que chaque fois que cet homme lui donne un peu un message chaleureux, une soirée parfaite, un moment de vraie présence, son cerveau lui dit, tu vois, ça valait la peine d'attendre. Continue. Et voici le piège le plus cruel que la plupart des femmes ne voient jamais. Plus on essaye de combler quelqu'un qui donne peu, plus on s'oublie. On devient plus petite, plus silencieuse sur ses propres besoins. On efface ses limites. On justifie ses comportements. On se dit qu'on exige trop, qu'on est trop sensible, qu'on devrait être moins émotive, plus cool, plus détachée. Et dans ce processus d'effacement progressif, on perd quelque chose d'essentiel. On perd la connexion avec soi-même, avec ses propres désirs, ses propres limites, sa propre valeur, sa propre voix intérieure. Et paradoxalement, plus on s'efface, moins on est réellement présente dans la relation. Et l'homme, même s'il ne peut pas l'articuler, le ressent. Il sent qu'il n'y a plus de résistance, plus de mystère, plus d'altérité. Et il donne encore moins. C'est un cercle cruel. Et on peut le traverser des années sans comprendre pourquoi chaque effort semble aggraver les choses. Maintenant, parlons de ce qu'on peut vraiment faire. Parce que comprendre ne suffit pas. La prise de conscience est un début. Mais ce n'est pas une destination. Il y a 3 choses concrètes que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prête. Dès aujourd'hui. Première chose, nommer le schéma sans te juger. La prochaine fois que tu te retrouves à attendre un message, à analyser son comportement, à te demander ce que tu as mal fait pour qu'il soit distant, arrête-toi, respire et dis-toi, à voix haute si tu peux, je reconnais ce schéma. C'est un schéma d'attachement anxieux. Ce n'est pas qui je suis, c'est ce que j'ai appris. Cette distinction semble simple. Elle ne l'est pas. La plupart des gens se confondent avec leur schéma. Ils croient que l'anxiété qu'ils ressentent dans une relation instable, c'est de l'amour.
Que l'intensité de l'attente, c'est une preuve que la relation est spéciale, unique, différente. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'activation neurologique. Et nommer la différence même juste dans ta tête, même maladroitement, même si tu n'y crois pas encore, complètement commence à créer de l'espace entre toi et le schéma. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas nommer. Et nommer sans se juger, c'est être l'acte le plus courageux qu'on puisse faire pour soi-même. Il y a une différence immense entre dire « je suis quelqu'un qui choisit toujours les mauvais hommes » et dire « j'ai un schéma d'attachement anxieux qui m'amène à trouver de la familiarité dans l'imprévisibilité ». La première phrase te définit, elle te condamne à répéter. La deuxième phrase décrit quelque chose que tu fais pas, quelque chose que tu es. Et ce qui se fait peut se défaire. Deuxième chose, reconnecte-toi à tes besoins réels. Pas tes besoins dans cette relation. Tes besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Pose-toi cette question honnêtement, et j'insiste sur le mot honnêtement. Qu'est-ce que j'attends de lui que je ne me donne pas à moi-même? La validation, la sécurité émotionnelle, le sentiment d'être choisi, le sentiment d'exister vraiment aux yeux de quelqu'un. Ce n'est pas une question rhétorique. Je te demande vraiment d'y répondre. Écris la réponse. Sur papier, pas dans ta tête. Parce que les pensées dans notre tête ont tendance à tourner en rond. Les mots écrits ont un poids différent. Ils rendent visible ce qu'on évite. Parce que tant que ces besoins ne sont pas reconnus et nommés, ils continueront à chercher à être comblés de l'extérieur. Et ils trouveront toujours un homme qui semble pouvoir les combler sans jamais vraiment le faire. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas ta faute. C'est simplement la mécanique de l'inconscient non examiné. Mais voici ce qui est extraordinaire. Dès le moment où tu commences à examiner, vraiment examiner ce qui se passe en toi, quelque chose change. Pas du tout au tout, pas en un jour, mais quelque chose se déplace. Comme si le simple fait de voir le schéma créait une distance entre toi et lui. Comme si la lumière de la conscience commençait à dissoudre, très doucement, ce qui se perpétuait dans l'ombre. Troisième chose, pratique la pause de 48 heures. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion d'envoyer un message, de vérifier son profil, de lui répondre immédiatement, de lui donner une nouvelle chance après une déception. Attends 48 heures. Pas pour jouer à des jeux. Pas pour le rendre jaloux. Pas pour suivre une stratégie de séduction. Mais pour observer ce qui se passe en toi pendant ces 48 heures. Quelle émotion monte, quelle urgence tu ressens, quelle histoire tu te racontes pour justifier l'impulsion, quel besoin cherche à être satisfait. Cette observation, sans agir dessus immédiatement, est l'un des exercices les plus transformateurs pour commencer à comprendre ton inconscient. Parce que l'inconscient ne parle pas en mots. Il parle en impulsion, en urgence, en j'ai absolument besoin de faire ça maintenant. Et quand on apprend à mettre une pause entre l'impulsion et l'action, on commence à reprendre le pouvoir sur ses propres schémas, pas en les combattant, pas en les réprimant, en les observant avec curiosité plutôt qu'avec honte. Et cette curiosité, ce regard bienveillant sur soi-même, peut être la chose la plus difficile à développer. Parce qu'on a souvent appris à se juger sévèrement, à se dire qu'on devrait savoir mieux, qu'on devrait être plus forte, qu'on devrait avoir compris depuis longtemps. Mais la honte ne guérit rien. La honte enfonce les schémas plus profonds. C'est la curiosité qui ouvre les portes. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit de cette façon il y a quelques années, mais que je crois nécessaire maintenant. Ce que je t'ai décrit aujourd'hui, les schémas d'attachement, le renforcement intermittent, les blessures d'ombre de Jung, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une liste de tes défauts ou de tes faiblesses. C'est une carte du territoire intérieur que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'explorer. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça demande de regarder des choses qu'on préfère ne pas voir. Parce que c'est plus facile de chercher ce qui ne va pas chez l'autre que de se demander ce qui se passe en soi. Et voici quelque chose que beaucoup de femmes trouvent difficile à entendre, mais que je crois être une des vérités les plus libératrices qui existent. Rester avec quelqu'un qui te donne peu
n'est pas une preuve d'amour. C'est souvent une preuve que quelque part, quelque chose en toi croit encore qu'elle ne mérite pas plus. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Et ce point de départ, tu la peux être déjà atteint sans le savoir. Le simple fait de regarder cette vidéo jusqu'ici, le simple fait de te demander « Est-ce que ça me parle? Est-ce que je me reconnais là-dedans ?» C'est déjà un acte de courage. C'est déjà quelqu'un qui commence à choisir la clarté plutôt que le confort du déni. Parce que la femme qui comprend ces schémas, qui les nomme, qui les observe, qui commence à les questionner, ne les reproduit plus indéfiniment. Elle peut choisir différemment, pas parfaitement, pas du jour au lendemain, pas sans rechute, ni doute, ni moment où l'ancien schéma reprend le dessus, mais différemment, et c'est là que commence la vraie liberté. Pas la liberté de ne plus jamais souffrir, mais la liberté de souffrir de moins en moins des mêmes choses, de ne plus être prisonnière de ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, j'ai une question pour toi, et j'aimerais vraiment que tu y répondes dans les commentaires. Parmi les 3 mécanismes dont on a parlé aujourd'hui, le schéma d'attachement, le renforcement intermittent, la blessure d'ombre, lequel résonne le plus avec toi en ce moment? Écris dans les commentaires 1, 2 ou 3. Juste le chiffre. Et si tu veux, une phrase pour expliquer pourquoi. Je lis tout. Et ta réponse m'aide à créer exactement le contenu dont tu as besoin pour aller plus loin. Si cette vidéo a nommé quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'articuler, partage-la avec une femme qui en a besoin. Ces conversations-là sur l'inconscient, sur les schémas, sur la façon dont on se construit et se déconstruit en relation, changent des vies. La prochaine vidéo ira encore plus loin. On parlera de pourquoi les femmes les plus intelligentes tombent pour les hommes les plus toxiques. Et la réponse va te surprendre. À très bientôt.